Bonsoir à toutes et à tous, nous en arrivons à la chronique 193 et ce sera bien entendu le troisième volet. Et dans cette chronique, c'est exactement ce troisième volet, je vais traiter toujours du lumpenprolétariat et je dirais mon refus de croire comme les anarchistes, ou même Mao à un temps, que le lumpenprolétariat peut être une des composantes de la dynamique révolutionnaire. Alors, la croyance, je dirais que cette ou ces sections de la société les plus exploitées, je dirais même les plus victimisées, seraient également la plus révolutionnaire est tout simplement faux. Il n'y a pas de relation causale catégorique entre le fait d'être subversif ou révolutionnaire. La volonté de transformer et le fait d'être ou d'avoir été exploité, persécuté, humilié, voire même ignoré. Alors l'opportunisme et le cynisme presque instinctif des membres du lumpenprolétariat leur permettent cependant d'oublier leur hostilité envers la classe dirigeante actuelle, qu'ils essayent effectivement par l'appât du gain de leur ressembler. Je prends pour étayer mon propos, il suffit de regarder les vidéos des rappeurs américains pour voir qu'en finalité, leur rêve, c'est de vivre comme le capitaine d'industrie ou le patron du CAC 40, hein, dont l'épouse est montée sur des talons aiguilles Louboutin, sac Vuitton, lui au volant d'une Ferrari, voire même couché sur une chaise longue avec des chaînes en or, un cohiba à la bouche, non loin de la piscine et d'une villa coloniale. Bref. Bien entendu, toujours ce rapport au fric, ce rapport finalement au fond à ce que la classe dirigeante lui impose et lui produit même, je dirais, sa musique à travers des grandes sociétés de majors et grandes sociétés du disque. Bon, bref. Faut pas oublier que si je parle justement d'un refus d'hostilité envers la classe dirigeante actuelle, on le voit bien même dans les banlieues. Les voitures qui brûlent, ce sont les voitures de leurs voisins, et certainement pas les voitures dans le 16e arrondissement. Alors, bien entendu, classe dirigeante contre laquelle, bien entendu, ils sont de toute façon totalement impuissants. Et de détourner toute leur colère et leur énergie destructrice vers des cibles plus accessibles, plus vulnérables. Les intellectuels et les classes moyennes, même envers les classes ouvrières proprement dites, hein, qui ont une position plus légitime et plus stable, je dirais, dans la société, même si aujourd'hui la classe ouvrière est de plus en plus remplacée. Donc, ils se sentent constamment victimes, et que leur monde, je dirais, le monde, la société, leur doit. Alors, tout ce qu'ils font, piller, voler, agresser, tricher, violer, voire assassiner, est axiomatique, justifié. Ils ne réclament ni justice, ni égalité, mais seulement le même ancien régime avec eux-mêmes en tant que chiens de tête, avec de meilleures voitures, de meilleures maisons, des tas d'argent, et inévitablement de belles femmes en grand nombre, puisque les éléments actifs de cette classe sont majoritairement des hommes, ne n'ayons pas peur de le dire. Alors, cette classe aussi particulièrement sujette à la manipulation, car peu formée, peu instruite et peu éduquée, car étant cynique à l'extrême, il croit manipuler tout le monde tout le temps. Ainsi, tout dirigeant totalitaire digne je dirais de son état peut manipuler cette classe en jouant sur leur illusion de manipuler tout le monde, de la réussite, de l'appât du gain, même en faisant parfois semblant d'être manipulé lui-même, comme le font tous les bons escrocs finalement. Alors la croyance que ces, je dirais cette ou ces sections de la société les plus exploitées, les plus victimisées par la gauche du capital, qui en a besoin effectivement pour se maintenir en place, sera également la plus révolutionnaire. Et prenons l'exemple des black mat, je dirais
du mal à prononcer, des Black Matter Live ou des Black Lives Matter, qui sont aujourd'hui financés par Soros. Et bien entendu, qui font le jeu de Hillary Clinton. Je ne rentre pas dans les conflits Trump-Clinton. Pour moi, c'est la même chose, mais il y a des éléments qui sont, je dirais, euh, plus dangereux les uns les autres. Bon, prenons par exemple les mouvements en France, comme le mouvement d'Assia Traoré, qui effectivement avance certaines images, certains symboles comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou même Nelson Mandela. Ce qu'il faudrait quand même oublier, c'est que Thomas Sankara était un officier, Mandela fut un avocat. Donc on voit bien que si ces gens-là, plus particulièrement en prenant le cas de Thomas Sankara, lui-même considérait que toute personne qui fuit le Burkinabé est forcément un traître. Et que toute forme de délinquance, même en utilisant l'image du Tché, n'oublions pas que le Tché, quand il fut ministre de l'Agriculture, euh, il a passé par le fusil certains bandits, certains voleurs de la classe ouvrière. Donc, je pense qu'on ne peut pas comparer la délinquance dans un État, quel qu'il soit, et en même temps une image de révolutionnaire, euh, je dirais, image bien entendu d'un individu voulant faire un État social basé sur le respect des institutions, que furent par exemple Patrice Lumumba ou même Thomas Sankara ou même Nelson Mandela. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Et quand on utilise les symboles, c'est pour mieux en détruire le sens. Alors, bien entendu, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des mouvements révolutionnaires, ce sont généralement des mouvements du fait de leur ignorance et de leur manque d'instruction, des mouvements qui finissent par être des think tanks, voire des mouvements subversifs qui sont là effectivement pour servir d'autres intérêts. Ils ne sont absolument pas révolutionnaires, que les choses soient claires là-dessus, car ils n'ont aucun programme de société. C'est pour des raisons pourquoi ils sont communautaristes. Alors, être révolutionnaire implique non seulement d'être courroucé, je dirais, face à l'état actuel des choses, mais aussi une capacité à imaginer un avenir meilleur et alternatif, et une proposition pour tous, et non pas pour une unité ou pour une minorité. Alors pendant un certain temps, on peut croire qu'une combinaison, une coalition entre la colère des masses, en réalité, et la haine aveugle de la minorité la plus bruyante au sein des masses, du lumpenprolétariat, voire même de l'imagination sage et informée d'une direction qui ferait l'affaire, mais malheureusement, ces deux ne se mélangent pas. Généralement, quand les voitures dans certains secteurs flambent, ce sont les voitures de la classe ouvrière, de celui qui se lève le matin, et qui malheureusement, quand il revendique le droit de dormir, parce que le lendemain il doit se lever très tôt pour aller à l'usine, il se voit répondre effectivement des insultes. Donc on est effectivement dans deux structures complètement différentes. C'est pour ça que je considère que une bonne partie aujourd'hui de l'immigration, je sais que je vais faire grincer les dents, mais sont effectivement le nouveau lumpenprolétariat moderne. Alors, il est possible bien sûr qu'une direction révolutionnaire puisse temporairement canaliser et manipuler cette haine, ce qu'on appelle ce potentiel explosif, et s'en servir pendant un temps, à une époque, je dirais, propice à la dimension révolutionnaire, dans une époque de troubles, de bouleversements. Cependant, lorsque la vague révolutionnaire se relâchera, ils verront que ceux qui ont été utilisés, ben, ma foi, ben, ils ne sont plus utiles. Et il faudra effectivement, à un moment donné, soit qu'ils rentrent dans le rang par la force, ou combattus jusqu'à faire disparaître effectivement cette, je dirais, cette classe qui n'en est pas une. Alors voilà, je vais m'arrêter pour le troisième volet du lumpenprolétariat moderne. Je vais continuer sur ma lancée, j'en ferai un autre. Je poursuivrai bien entendu. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage. À la prochaine chronique. Merci.